ça permettra aux annonceurs de voir, par exemple, cette personne, cette semaine-ci, s'est intéressée au voyage, à l'automobile, au sport et je ne sais quel autre sujet. Et sur les 3 dernières semaines, chaque annonceur recevra pour chaque visiteur 3 des catégories qu'il a utilisées ou qu'il a choisies les 3 dernières semaines. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. La revue de la presse technologique ce matin va vous parler de NFT, de blockchain, de Google évidemment, de Meta, ça c'est clair, et aussi d'un nouveau type de malware. On va commencer tout de suite en parlant de Google qui a remplacé son mode de fonctionnement pour vous traquer. Vous connaissiez les fameuses cookies ou les fameux cookies, eh bien c'est terminé. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir un expert sur le plateau comme chaque lundi, c'est David Schiffer. Bonjour David. Bonjour Kate. Google et les cookies, c'est fini ? Alors, c'est pas encore vraiment fini, mais c'est en phase d'être fini et c'est surtout Google cherche la bonne solution pour remplacer les cookies. Alors, qu'est-ce que les cookies, vous allez me demander ? C'est les petits... Les petits gâteaux qu'on mange en apéritif. Les petits liens qu'on met dans nos fichiers pour voir où nous sommes passés. On nous suit à la trace. À peu près, oui, c'est à ça. Peu près. C'est des petits marqueurs qu'on récupère lorsqu'on est sur certains sites et qui permettent de dire on a visité telle page, on s'est intéressé à tel sujet. Et ainsi, lorsqu'on visite un autre site, subitement, on a une publicité pour l'objet qu'on a... C'est pas possible, c'est de la magie. Mais non, c'est pas la magie, c'est les cookies. C'est merveilleux. Donc voilà, ça, c'est grâce aux cookies. Et le problème, c'est que les cookies, ils sont un peu trop intrusifs parce que, du coup, l'annonceur, donc le gestionnaire de l'annonceur, Google en l'occurrence, connaît ou peut connaître à peu près tout de votre activité sur Internet. Donc il y a de la régulation, notamment en Europe avec la RGPD, qui indique que vous devez valider ou pas les cookies et que ça doit être assez précis, etc. Donc Google essaye de changer de modèle pour être moins intrusif et pour ne plus avoir besoin de recueillir le consentement éclairé et libre de l'utilisateur. Et pour ça, Google avait lancé une première tentative avec Flock, qui était en fait une possibilité de ne plus traquer un utilisateur en tant qu'individu, mais en fonction des activités d'un utilisateur, le classer dans une catégorie et dire cet utilisateur, il fait partie de cette catégorie. On ne sait pas ce qu'il fait, mais il est dans cette catégorie. Du coup, on va pouvoir lui envoyer des publicités pour ce type de sujet. D'accord, donc c'est une vraie révolution ? Alors oui, sauf que ça n'a pas marché parce que ça n'a pas été adopté par les annonceurs eux-mêmes. Et du coup, Google lance une autre solution qui est un peu l'intermédiaire entre les deux, qui est ils appellent ça Topics. C'est ils vont suivre l'utilisateur de manière individuelle à travers des critères, c'est-à-dire qu'ils vont garder l'information que très peu de temps, 3 semaines. L'information ne sera pas transmise à Google, mais restera chez l'utilisateur. Et en fait, chaque semaine, chaque utilisateur sera catégorisé dans 5 catégories parmi 300 des champs d'activité qui l'intéressent. Et dans ces champs d'activité, il n'y aura pas de données sensibles telles que la religion, les orientations politiques, sexuelles, etc. Et donc, ça permettra aux annonceurs de voir, par exemple, cette personne, cette semaine-ci, s'est intéressée au voyage, à l'automobile, au sport et je ne sais quel autre sujet. Et sur les 3 dernières semaines, chaque annonceur recevra pour chaque visiteur les 3 des catégories qu'il a utilisées ou qu'il a choisies les 3 dernières semaines. Bref, ça permet à l'annonceur de cibler assez précisément un utilisateur. L'utilisateur, lui, n'a pas envoyé des données personnelles chez Google parce que ça ne va pas chez Google. Et en plus, ça ne permet pas de savoir qu'est-ce qu'il a fait, cet utilisateur, mais juste quelles sont les catégories auxquelles il s'intéresse. Voilà, on leur souhaite bonne chance. Et en tout cas, c'est une bonne chose que ces géants du net, grâce aux régulateurs, essayent de trouver des solutions, d'être un peu moins de trouver des solutions pour être moins intrusifs et
donner un peu de vie privée. On va peut-être y arriver. Bon, alors, oui, il n'y a que la régulation qui peut le faire, oui. Bon, alors on verra si ça marche. En tout cas, là, nous avons un autre malware, un malware hyper persistant qui nous viendrait de Chine. Tiens, comme c'est bizarre. Oui, alors c'est un nouveau malware qui on avait passé du corona, on a aussi des ennemis informatiques. Tout à fait. Donc c'est les laboratoires Kaspersky qui ont découvert ce malware, ce nouveau malware qui s'appelle Moon, je ne sais plus comment. Ce malware, en fait, il a la spécificité qui va passer au-delà du système d'exploitation. Il va s'intégrer directement dans les composants électroniques de l'ordinateur, ce qu'on appelle le BIOS ou l'UEFI. Très difficile à détecter. Alors, quasiment indétectable par le système, parce que le système ne va pas vérifier ce qu'il y a dans BIOS et l'UEFI, puisque c'est le BIOS qui va lui-même donner la possibilité au système de s'exécuter. Et si on a l'antivirus Kaspersky, alors on peut peut-être avoir de meilleures chances ou même pas? Non plus, a priori, puisque le BIOS lui-même est protégé contre une quelconque intrusion, en principe, d'où la prouesse technologique de réussir à introduire un malware dans le BIOS, qui est vraiment très fort. Et surtout, le problème, c'est qu'une fois que la machine est infectée, même si on réinstalle complètement le système, cela ne servira à rien, puisque dès qu'on remettra un nouveau système, le malware émergera de ce BIOS et infectera à nouveau le système d'exploitation, donc le Windows, le Linux, etc. Enfin, c'est visé surtout sur Windows. Alors, donc la solution, ça serait, il faut surtout protéger le système en amont, c'est-à-dire empêcher ce malware d'arriver jusqu'au BIOS. Et puis en cas d'infection, il n'y a pas d'autre choix que de flasher, donc réinstaller complètement le BIOS, qui est une opération délicate et dangereuse. Seuls des techniciens qui ont déjà un petit peu l'habitude peuvent le faire. Ok, bon, alors comme ça, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui passionne la jeunesse, parce qu'il paraît qu'on peut se faire énormément d'argent si on a le mérite d'être choisi. Alors, on parle des NFT. Voilà, alors les NFT, vous allez nous expliquer tout de suite en 2 mots ce que c'est, mais ça se monnaie à prix d'or. Ça va bien sûr avec tout l'univers de la blockchain. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, alors c'est surtout Meta, en fait, qui serait, alors selon le Financial Times, serait sur le point de lancer sa propre NFT, enfin sa propre marketplace de NFT, donc c'est le marché en fait du NFT. Le NFT, ce sont des non-fungible tokens, donc ce sont comme les crypto-monnaies, ce sont des objets numériques qui sont non reproductible, donc unique. Ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art, c'est sa rareté, son côté unique au monde. Alors c'est quoi? Ce sont des œuvres d'art numériques? Alors c'est ça, ce sont des œuvres d'art en principe, mais pas forcément. Ce sont des œuvres numériques, signées numériquement, uniques du coup au monde, et donc rares, donc qui se vendent très cher. Et ces éléments-là, ces NFT, leur signature, enfin leur rareté, leur côté unique est validé par la même technologie que les crypto-monnaies, qui est la blockchain. Et la blockchain, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de l'eurodatage ou la banque en ce qui concerne la monnaie, ou l'État en ce qui concerne les devises. C'est une tierce personne entre vous et moi qui va dire ça a telle valeur, ça c'est valide, etc. Et cette tierce personne, elle est remplacée par une communauté. Donc la blockchain, c'est une communauté, c'est-à-dire c'est un ensemble d'ordinateurs qui causent entre eux, et le fait même qu'ils causent entre eux donne une certaine crédibilité à ce qu'ils produisent, et du coup ça permet d'avoir un tiers de confiance qui soit indépendant d'un quelconque organisme, et il est basé sur l'ensemble de la communauté, et donc ça donne cette confiance qui est autre et qui permet de valider n'importe quoi qui a été effectivement fait par ces technologies-là. Donc les NFT, ce sont des œuvres numériques signées par la blockchain,
Et la blockchain, il y en a beaucoup des blockchains. Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain, parce qu'on en a parlé quand même pas mal. On peut préciser un petit peu ou pas ? Oui. Alors, la blockchain, c'est, on a dit, une communauté d'ordinateurs. Donc, ce sont des milliers ou des millions d'ordinateurs où chacun va détenir un petit bout de cette chaîne. Et le fait de l'ensemble de cette chaîne, de par lui-même, fait la force de cette communauté et donc donne une crédibilité à ce qui est dit par cette communauté. Pour faire simple, sans trop entrer dans les détails. Simple, parce que là, c'est vrai que c'est pour ceux qui comprennent rien à l'informatique, c'est un petit peu abscon. Voilà. En fait, lorsqu'il y a un événement, par exemple une transaction, c'est-à-dire je crée un NFT, je vends un NFT, je change la propriété d'un NFT, idem pour les crypto-monnaies, donc le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Je déclare, un Bitcoin se crée, un Bitcoin se vend, une portion de Bitcoin la blockchain. On informe la blockchain fait un certain nombre d'opérations pour valider que cette opération a bien eu lieu. Okay. Une fois que c'est validé, c'est inscrit et c'est irréversible. Parce que c'est inscrit sur un ensemble, sur un réseau d'ordinateurs et du coup, c'est ça qui fait la validité de cet événement. Et une fois que cet événement est validé, il est irréversible et il est traçable, on peut savoir qui a fait quoi, quand, etc. Et la force, c'est qu'il n'y a plus le tiers. Plus besoin de personne pour valider cette transaction. Et donc, Facebook a compris l'intérêt de cette technologie, notamment dans le cas de son projet de métaverse, de monde virtuel, dans lequel on pourra créer quantité de NFT énormes, par exemple, toute la partie habillage des personnages qui circuleront dans ce métaverse, les objets qui seront totalement virtuels, qui existeront dans ce métaverse. Il y a un marché énorme. D'ailleurs, Google aussi a compris cet intérêt et les Google Labs seraient en train de travailler également sur une blockchain avec les NFT propres à leur blockchain. Ils viennent en concurrence avec des blockchains qui existent déjà pour les NFT. C'est notamment des blockchains qui existent comme Coinbase ou d'autres qui sont déjà les autorités pour ces NFT, pour ces objets numériques. Donc, ça va ouvrir un peu plus le champ. Après, ni Meta ni Google n'ont confirmé leur entrée sur ce marché, mais ça promet un énorme développement sur ce marché-là. Donc, comme vous disiez au début, il y a peut-être des opportunités. Oui, effectivement, on est au début de cette explosion. Ce marché est très porteur, donc ceux qui ont envie de créer, qui ont des âmes d'artistes même, peuvent se lancer. Oui, absolument. Essayer de faire ce serait peut-être une bonne opportunité pour ceux qui ont la fibre artistique et des éléments artistiques à vendre, notamment sous forme numérique. C'est assez facile à faire en plus. Pas très compliqué. Comme c'est l'art. L'art, voilà. Je sais pas. Non, mais matériellement, je suis pas du tout l'art, artiste. c'est l'art, mais matériellement, en tout cas, c'est pas très compliqué à faire, numériquement parlant. Non, la signature en elle-même n'est pas compliquée, en effet. Bon, en tout cas, merci pour ces données. C'est toujours très intéressant. On apprend plein de choses le lundi matin dans cette revue de la presse technologique. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et partagez. Bonne semaine. Ciao. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.